Madame, Monsieur, bonsoir. Toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque semaine pour commenter ce qui a fait l'actualité de la sphère économique mondiale et nationale. Deux faits marquants cette semaine. Nous reviendrons d'abord sur cet indice de la perception de la corruption dans le monde. Et en deuxième partie d'émission, nous allons faire une immersion dans nos ressources hydriques pour savoir quel est le niveau du stress hydrique chez nous. Tout de suite, le premier édito de cet épisode. L'organisation non gouvernementale Transparency International vient de publier l'édition 2017 de son rapport annuel sur la corruption dans le monde. Le classement note 180 États selon leur niveau perçu de corruption dans le secteur public. Une piètre performance mondiale puisque 2/3 des pays n'ont même pas la moyenne. Une tendance générale observée déjà depuis quelques années, même dans les nations les plus développés. Mais le tableau n'est pas sombre partout, puisque vous allez le voir, il y a des surprises comme le Botswana par exemple, et aussi de belles enjambées dans ce classement très structuré et plutôt très scruté aussi par le monde des affaires, et notamment ce rebond spectaculaire pour le Maroc qui s'élève de 9 places et fait son entrée dans le top 5 des meilleurs percés par rapport à l'édition 2016 de ce rapport de perception de la corruption. Nous serions donc sur la bonne voie, d'après le constat de Transparency International, quoi qu'il reste à faire. Le Royaume occupe la 14e position dans son continent, 7e au niveau des pays arabes, 81e sur les 180 pays de Transparency International, donc de ce rapport. Bon élève, moyen ou mauvais, le défi de la lutte contre la corruption est plus que jamais pesant au Maroc, comme partout ailleurs. Et pour cause. Plus il y a de corruption, plus les inégalités se creusent, plus les mouvements sociaux se multiplient et moins le pays est stable, un cercle vicieux dont beaucoup de nations affichent une ferme volonté pour en sortir, et le Maroc l'a compris. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de corruption au Maroc et de lutte anticorruption avec cette stratégie nationale de lutte contre la corruption qui a été lancée en décembre 2015 avec le gouvernement épaulé par une multitude d'institutions. Où en sommes-nous 2 ans après ? Eh bien, pour trouver réponse à cette question et bien d'autres, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir l'un des membres fondateurs de Transparency Maroc, Bachir Achdi. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, bonsoir. Alors, vous êtes également membre de la Commission nationale anti-corruption et président de la commission d'éthique au sein de la CGEM, également membre du Conseil économique et social. Bienvenue à vous. Également sur le plateau aujourd'hui pour parler de lutte anti-corruption, j'ai le plaisir de recevoir mon confrère Saad Ben Mansour, éditorialiste et directeur de publication chez Aujourd'hui le Maroc. Saad, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Khadija, merci. Toujours un plaisir de te recevoir sur le plateau. Réciproque. Alors nous allons tout d'abord, si vous permettez messieurs, revenir sur ce classement de Transparency International. Mais avant, sur cette définition de la corruption, est-ce qu'elle est la même au Maroc, comme pour Transparency International, Bachir Achdi? Alors en fait, cet indice, c'est le recoupement entre plusieurs études qui sont faites par des organismes indépendants. Il y a un minimum de 3 études, maintenant la barre a été relevée, pour qu'un pays soit classé. Et la perception, c'est des enquêtes auprès d'acteurs qui s'intéressent au pays, que ce soit des hommes d'affaires, des investisseurs, des diplomates et autres, qui permettent de donner leur appréciation du niveau de corruption qui est dans un pays. Alors, quand on parle justement de cette image, c'est l'image que l'on perçoit d'un pays, du Maroc en l'occurrence. En résumé, je parle sous le contrôle du fondateur de Transparency. En résumé, on pose la question aux gens, les personnes qu'on va enquêter, pour leur dire quelle est votre perception concernant la corruption au Maroc. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle s'est aggravée ou vous avez l'impression qu'elle a reculé? Voilà, de manière schématique, je dirais. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle un indice de perception. Hein. Est-ce que cette perception peut être erronée ou, par exemple, est-ce qu'on peut... la marge reste quand même, la marge d'erreur reste assez importante, non ? Alors, si vous permettez, la perception, effectivement, ce n'est pas une mesure scientifique exacte et qui donne... Mais ce qui ressort
parce que quand on prend l'indice de perception et qu'on le compare avec d'autres indicateurs ou d'autres études, on n'a pas vraiment beaucoup d'aberrations, puisque quand on prend le baromètre, qui sont des enquêtes claires par rapport à des personnes qui ont été face à des actes de corruption, face à des situations précises dans tel secteur ou tel autre, on ne trouve pas beaucoup d'écart au niveau du résultat au final. La perception est aussi un indicateur important, puisque quand on a la perception que la corruption est bien installée, on a tendance à chercher les rouages de corruption plutôt que de chercher à dérouler les procédures et les recherches de services de manière normale et par conséquent légitime. Et quand on le fait, on enfonce encore davantage cette perception. Donc il y a une dialectique entre la perception et la pratique, et les gens qui donnent leur appréciation, c'est effectivement pas seulement de ce qu'ils ont vécu eux-mêmes, mais aussi par rapport à ce qu'ils ont eu comme écho, par rapport à ce que leur environnement leur transmet comme élément. Et c'est l'ensemble de ces composantes qui donnent une appréciation qui est fournie par tel ou tel acteur. Oui, absolument. Et l'indice, d'ailleurs, si j'ai bien compris la méthodologie de Transparency, l'indice est construit à partir de contact direct avec des personnes, comme il dit, des investisseurs, des opérateurs économiques, mais il est aussi construit à partir de sources, de rapports d'organismes internationaux qui donnent et qui ne parlent pas de corruption, mais qui parlent parfois d'intégrité, qui parlent de transparence. Donc, ils regroupent, je pense, 13, 14, 15 sources, 15 documents, Banque mondiale, je ne me rappelle plus un peu des autres, la Banque africaine peut-être. Donc, des rapports qui sont sortis, qui ont été publiés dans toute l'année pour voir. Et à partir de ça, ils mettent ça à côté de ce qu'ils ont eu comme réponse, les sentiments, la perception des personnes qui ont été rencontrées. Et à partir de là, on construit un score. Mais est-ce que, justement, comment, quand vous parlez de score, on parle de ce rebond du Maroc dans ce classement de la perception de la corruption de Transparency International, le Maroc a gagné 9 places. Oui, comment un pays peut gagner 9 places en une année seulement? Vous vous rappelez, excusez-moi, vous vous rappelez, la question fait sourire. Il y a quelques mois, peut-être l'année dernière, on avait parlé du climat des affaires. Oui, oui, parfaitement. Vous étiez sur le plateau. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire, les gens qui vont faire ce classement, ils sont en train de voir qu'est-ce qu'a fait le Maroc pour. Donc, il est tout à fait normal que quand le Maroc a annoncé et a clairement montré qu'il était déterminé, à travers le gouvernement, déterminé à lutter contre la corruption, eh bien, forcément, ça impacte la perception. C'est-à-dire, les Transparency et autres, ils ont l'impression qu'il y a du sérieux et que le Maroc, peut-être, il est en train de s'investir dans une lutte sérieuse. Alors, et ça impacte la perception. Est-ce que le simple effet d'annonce, Bachir Hachdi, a cet impact sur l'image que nous renvoyons à l'international? L'annonce peut avoir un effet à très court terme, mais ça ne peut pas avoir d'effet sur le temps. Et l'expérience l'a montré. Le Maroc, en 2000, fin 99, début 2000, a mis en place un comité national de lutte contre la corruption. Et ce n'est pas seulement l'annonce, c'est l'effet que ça a eu sur les pratiques de corruption. Les gens ont senti qu'il y avait un engagement et par conséquent, ils se sont projetés comme étant une transformation durable et un changement irréversible. Sauf que quand ça a évolué vers de la moralisation, vers des campagnes de communication, sans qu'il y ait en parallèle des actes de prévention, des actes de répression de corruption, l'effet a été contre-productif parce que l'annonce a permis au Maroc de faire un bond important en 2000,
puisqu'on était dans la 49e place. On n'était pas à la 80e place, on était à la 49e place. Et le score était aussi assez intéressant. Mais juste après, on a dégringolé à des places jusqu'à arriver à 90. Et quand on voit aujourd'hui qu'on a gagné 9 places, il ne faut pas oublier que sur les 2 dernières années, on en a perdu autant. Donc il y a à peine 2 ans, on était presque au même niveau qu'aujourd'hui. On fait un pas en avant, 2 en arrière. Alors c'est pour ça que l'annonce de la stratégie est importante. D'abord importante pour les Marocains, parce qu'il y a une stratégie sur laquelle il y a une convergence, il y a une approche partagée pour pouvoir lutter. Si ça reste, comme c'est le cas aujourd'hui, pendant 2 ans après avoir validé cette stratégie, qu'on n'ait pas le cadre de gouvernance, que les instruments pour pouvoir mener cette stratégie, pour produire ces effets, ce cadre de gouvernance n'est pas encore opérationnel. Si ça dure trop longtemps et qu'on ne commence pas Qu'est-ce qui est trop longtemps quand on parle de temps, justement, puisqu'on parle de court terme? Non, en fait, en décembre 2015, il y a eu la validation par le gouvernement de la stratégie nationale. En 2016, en mai 2016, il y a eu la signature des contrats, des conventions programmes pour la mise en œuvre. Et on devait avoir l'institutionnalisation de la Commission nationale qui vient d'être institutionnalisée et dont les noms ont été publiés récemment dans le bulletin officiel. Donc l'arsenal de gouvernance a pris du temps à être mis en place. Entre-temps, les actions ont continué à se faire de manière sectorielle. Chaque ministère continue à faire ses actions et ce qu'il pense être bon pour pouvoir avancer sur ce terrain. Mais l'effet stratégie et par conséquent l'articulation entre l'ensemble des dimensions et la mesure des impacts de ces actions n'est pas encore en place. Et ça ne se fait pas dans la concertation, ça ne se fait pas dans la complémentarité, ça ne se fait pas dans la cohérence globale. Et par conséquent, si ça dure, l'effet de confiance va s'effriter et donc on risque d'avoir même un effet contre-productif. C'est pire de ne pas avoir annoncé que d'annoncer et de ne pas faire. Saad Ben Mansour, on estime le coût de la corruption, enfin ce que nous coûte la corruption au Maroc, à quelques 40 milliards de dirhams. C'est 5% de notre PIB, c'est 10 fois le budget de la justice, admettons. Combien nous coûte la lutte contre la corruption? Est-ce qu'aujourd'hui on met assez de moyens? Et est-ce que c'est une question de moyens ou c'est une question de gouvernance? Écoutez, 5% du PIB, je pense que nous en avons besoin de toutes les façons, parce que depuis quelques années déjà, notre croissance n'arrive pas à décoller d'un certain niveau. Mais ce que je voulais, là où je voulais en venir, c'est que quand bien même que ça nous coûterait plus, l'essentiel c'est de voir les effets d'abord à long terme, à moyen et long terme. Et je me rappelle un jour, une anecdote, je discutais avec un haut responsable à la Banque mondiale et qui me disait, on parlait justement de la corruption et des effets de la corruption, c'est-à-dire des effets palpables. Et bien, écoutez, la commande publique au Maroc, la commande publique, hein, quand un ministère, quand on fait de la voie publique, quand on fait des lampadaires, quand on fait une étude, tout simplement. Eh ben, la commande publique, à cause de la corruption, peut coûter beaucoup plus cher. Donc on ne voit pas ça. Donc ça, c'est le coût dont vous parlez, c'est un coût en termes c'est-à-dire de croissance, mais il faut voir le coût aussi pour le contribuable. Oui. Hein, pour le contribuable et pour l'investisseur. Oui, bien sûr, c'est un coût qui est énorme. Là, je me rappelle d'un chiffre, c'était entre 20 et 30% plus cher. C'est-à-dire quand un bien coûte réellement 100, ben à cause de la corruption, on peut le payer à 130. Donc vous imaginez un peu tous les effets qu'on peut avoir autour de ça. L'essentiel pour lutter contre... Et ça aussi, c'est un point que je voulais soulever. Le débat sur l'IPC ne doit pas nous faire oublier l'essentiel. Nous ne sommes pas en train de travailler pour améliorer notre classement. Nous sommes en train de travailler pour lutter contre un phénomène, un fléau, et vous venez de le dire, un fléau qu'on mesure aujourd'hui
à des milliards, des dizaines de milliards de dirhams. D'accord? Donc, oui, l'IPC vient chaque année pour nous rappeler un peu qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas. Mais le plus important, c'est de lutter réellement contre ce phénomène. Et à mon avis, il y a tout ce qui se fait en termes de la stratégie, etc. Mais dans cette stratégie, je ne sais pas, je n'ai vraiment pas vu dans le détail. Il y a un élément important, c'est l'éducation. C'est l'éducation. On peut faire de la dissuasion, oui, il faut qu'il y ait de la dissuasion, c'est-à-dire quand il y a des faits avérés de corruption, des situations avérées, il faut qu'il y ait une loi qui s'applique, des textes qui s'appliquent, des sanctions qui soient appliquées. Alors, puisque vous parlez de sanctions, juste pour qu'on donne un chiffre qui est très révélateur par rapport aux sanctions, la moyenne annuelle est assez importante des affaires traitées depuis ce lancement de ce numéro vert en 2015, c'était pour dénoncer justement les actes de corruption. À peine une trentaine de condamnations à ce jour sont relevées. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas et même nos amis de Transparency vont vous le confirmer, ils ont 3 numéros dans 3 villes, etc. Exactement. Et il n'y a pas beaucoup de réclamations, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de personnes qui appellent pour dénoncer un cas de... Donc là aussi, c'est une question d'éducation. Et ça commence à l'école, malheureusement. Donc là, on revient à l'école qui est le noyau. C'est-à-dire c'est à partir de l'école qu'on peut faire beaucoup. Il y a beaucoup de réformes qui ne peuvent pas réussir. Quand vous évoquez l'école, c'est-à-dire que depuis l'école, on apprend à corrompre peut-être l'instituteur pour avoir de meilleures notes, c'est cela? C'est ce que vous insinuez? Non, pas forcément. Je ne parle pas forcément de ça. Parce que si on parle de l'école et de corruption... Je parle de notre contenu pédagogique. Très bien. Des valeurs que nous faisons passer, que nous inculquons à nos enfants. C'est cela qui est important. Je pense qu'effectivement, c'est important. Ces dimensions d'éducation, de formation, de sensibilisation sont très importants à côté de la prévention, à côté de la répression des actes de corruption. Je voudrais d'abord revenir sur la question de l'investissement sur la lutte contre la corruption. Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on n'a pas les moyens? Est-ce que c'est rentable, pas rentable? Dans l'édito, vous avez souligné que la corruption implique les inégalités et implique justement un sentiment d'injustice sociale. Et ça, c'est-à-dire, on ne peut pas assurer le développement d'un pays si on ne rétablit pas la confiance, si on ne rétablit pas ce sentiment d'appartenance sociale et par conséquent le rétablissement des valeurs citoyennes, des valeurs. Et ça tant qu'on est dans l'impunité, comme vous l'avez souligné, les 30, c'est par rapport aux appels. Mais il y a plus de condamnations. Et ça reste quand même, nous restons dans un environnement où l'impunité reste perçue comme étant la règle. Et que nous ne sommes pas en train de combattre la corruption avec tous les moyens. Bien entendu, on ne peut pas faire que du tout répressif. Sinon, c'est-à-dire... le bâton, il faut la carotte et le bâton. Exactement. Il faudrait qu'on fasse de la prévention pour réduire au maximum les foyers de corruption. Et là où il y a des acteurs qui continuent à sévir avec des actes de corruption, il faut rendre la corruption chère pour eux. Et ça veut dire qu'il faut taper fort par rapport à ceux qui empêchent le changement, qui empêchent à ce que l'environnement au Maroc soit un environnement favorable au développement et un développement au profit des citoyens et du bien-être des citoyens. Et donc la corruption empêche tout ça. Et on a même... la situation de l'éducation, c'est-à-dire l'éducation est un facteur important dans la lutte contre la corruption, mais l'effet, comme vous l'avez souligné, c'est que la corruption envahit notre espace éducatif. Et par conséquent, ça corrompt le système éducatif et on se trouve dans le cercle vicieux. On a un système corrompu qui produit des citoyens qui ne sont pas très attachés forcément aux valeurs et par conséquent, on est dans la pente. Donc il faut vraiment qu'il y ait une inflexion majeure pour qu'on puisse reprendre la pente dans le sens positif du terme et par conséquent développer un environnement transparent et favorable
à l'investissement et favorable à l'épanouissement des citoyens. Cela nous mène à parler justement de l'indépendance de ces institutions de lutte contre la corruption. Quel est leur champ d'action finalement au Maroc? Est-ce qu'elles peuvent agir concrètement? Si vous permettez, là effectivement c'est là où on a des effets de frein. Si on prend ce qui a été inscrit dans la Constitution, nous avons des éléments vraiment qui auraient pu permettre d'aller loin. L'instance de probité et de prévention et de lutte contre la corruption a des missions très claires dans la Constitution, mais l'interprétation qui en a été faite, on a réduit le périmètre de ses prérogatives et par conséquent, on a réduit ses capacités d'investigation et d'être un levier, y compris sur le volet répressif. Pas pour qu'elle réprime, mais pour qu'elle soit la source de manière à ce que la justice puisse... Une sorte de locomotive. Exactement, que la justice puisse jouer son rôle. Absolument. Nous avons... sur un autre volet, nous avons, et bien entendu, sa composition qui a été réduite, donc des facteurs qui ont fait la force de l'ICPC. Même si l'ICPC, il y avait beaucoup de reproches à lui faire, mais il y avait des éléments de force, notamment sa composition, le fait qu'on ait un exécutif qui est ramassé, mais une représentativité large, etc. Donc, qui est des éléments nommé soit par le chef du gouvernement, soit par le roi, soit de représentants des deux chambres. Donc ça c'est pour l'ICPC. Non seulement on a réduit les capacités de cette instance, mais aujourd'hui, elle est inopérante. Elles ne sont pas nommés, les membres ne sont pas nommés. Oui. Depuis 2 ans que la loi a été promulguée, ils ne sont toujours pas nommés. La même chose pour le Conseil de la concurrence. J'ai pensé au Conseil de la concurrence que vous avez évoqué ça. Un autre volet qui est déterminant, c'est celui de l'accès à l'information. La Constitution, on ne peut plus clair. On ne peut plus clair. C'est un droit qui est constitutionnel. La loi est venue restreindre ce droit. Elle est venue... Aujourd'hui, on a un recul par rapport à l'absence d'une loi. La loi vient restreindre plus qu'elle ne vient garantir. C'est-à-dire qu'on a la loi a réduit... Est-ce qu'on a le droit à cet accès à l'information? Constitutionnellement, oui. Mais sur le terrain. Maintenant, légalement, sur comment les choses ont été appliquées dans comment les textes qui ont été pris en application de ce principe laissent à désirer. Ça, on est d'accord. Nous autres, surtout nous autres journalistes, mais c'est pour ça que je me suis adressée. Il n'y a pas que les journalistes. Monsieur tout le monde a droit d'accéder à l'information en tant que citoyen. Est-ce que c'est l'accès ou plutôt qui est réprimable? Est-ce que c'est l'accès ou l'utilisation de cette information? C'est simple. Quand on met des barrières hautes pour l'utilisation, quand on dit qu'il faut d'abord être intéressé directement à l'information qu'on demande, il faut que lorsque on la demande, on précise à quel usage elle sera destinée. Que si on l'utilise autrement que pour cet usage, il y a des répressions qui peuvent être contre celui qui l'a utilisé. C'est exactement la situation d'interdire l'accès à l'information. De manière indirecte. Oui, ce n'est pas favoriser, ce n'est pas garantir l'accès à l'information. Donc ça, c'est un deuxième volet qui fait à ce qu'on ne crée pas un environnement de transparence. Parce que la lutte contre la corruption, c'est d'abord de la transparence. Il y a je ne me souviens plus de son nom, mais qui a dit pour désinfecter un environnement, il faut laisser passer la lumière. Et donc l'information, c'est ça la lumière. La transparence. Maintenant, à mon avis, il ne faut pas quand même je dirais, qu'on se cache derrière au fait le retard dans l'installation dans la mise en œuvre de la stratégie, dans l'installation de l'instance, etc. Parce qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il y a un code pénal au Maroc. Il y a un code pénal au Maroc qui punit et qui sanctionne la corruption. Il y a dans les administrations, dans les ministères, nous avons dans notre administration des corps et des entités qui sont censées, en principe, avec ou sans instance centrale, veiller à ce qu'il y ait de la transparence, veiller à
appliquer des sanctions en cas de cas avérés. Je parle de la Cour des comptes, je parle de l'inspection générale des finances, je parle de l'inspection les collectivités territoriales, il y a l'intérieur. Donc tout ça, c'est-à-dire, on n'a pas besoin forcément. Oui, c'est vrai, une stratégie nationale avec une entité qui est identifiée en tant que telle, c'est bien. Mais nous avons beaucoup d'autres outils et leviers qui peuvent être et qui pouvaient toujours être actionnés. Donc oui, ça va de pair, mais en attendant, il ne faut pas se cacher. C'est-à-dire le fait que la stratégie n'est pas en marche ne va pas dédouaner d'appliquer déjà ce qui est aujourd'hui prévu dans nos textes et dans nos règlements. Bachir Rachdi, Oui, juste pour clore cette discussion, alors, justement. je pense, pour continuer sur la même question de la stratégie, oui, effectivement, l'arsenal institutionnel, il est important à ce qu'il agisse avec une articulation forte entre ces différents intervenants. Maintenant, quand on est dans une situation endémique de corruption, une institution ou une agence de lutte contre la corruption est très importante pour pouvoir amener à un niveau où ces institutions même peuvent jouer pleinement leur rôle. Et donc, le fait d'avoir une stratégie qui implique tous les acteurs, société civile, privée, pouvoir public, avec tous ces acteurs, je pense que c'est une phase très importante pour assainir la situation et arriver à un stade de maturité où les institutions devraient être plus opérationnelles. Mais sans cette stratégie, on continuera à faire des avancées, des reculs, et on continuera à avoir des bonnes volontés exprimées dans des secteurs, mais qui sont moins engagés dans d'autres. Et quand il n'y a pas la complémentarité et la synergie, le résultat est nécessairement beaucoup moins important que quand on est dans une stratégie complète, consolidée et cohérente globalement. Rappelons que malheureusement, la justice, justement, est l'un des secteurs les plus touchés par ce fléau de corruption, par ce cancer de la corruption. Exactement. Bachir Rachdi, je vous remercie pour ces éclairages. Saad Mansour vous retrouvera en deuxième partie d'émission pour le deuxième thème que l'on traitera aujourd'hui sur l'émission Éco-Débat, qui sera autour du stress hydrique. Merci de rester avec nous. Nous reviendrons après cette courte pause de publicité. Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Éco-Débat. En deuxième partie d'émission, nous allons parler de stress hydrique. Les plus sceptiques diront qu'il n'y a presque plus d'eau sous le sol marocain. Pour d'autres, le taux de remplissage de nos barrages reste faible puisque tributaire de la pluviométrie. L'eau est souvent source d'opportunités et surtout de risques. Et la sécurité de l'eau implique l'atténuation des risques liés à l'eau tels que les inondations ou encore la sécheresse. La question stratégique est de savoir si l'on agit avec prévoyance et résolution pour renforcer la sécurité du deuxième élément le plus consommé sur Terre après l'air. Et il y a urgence, non seulement pour le Maroc, mais pour l'ensemble de la région MENA, où beaucoup de zones sont désormais classées à très fort stress hydrique. Une région où 70% du PIB, ou plutôt de ces régions, sont localisées dans des zones à très fort stress hydrique. Et ça, c'est la Banque mondiale qui le dit. Au Maroc, la pénurie d'eau a fait réagir les autorités depuis plusieurs décennies. On érige des barrages dont le nombre est aujourd'hui de 139. Mais le Royaume reste dans le classement malheureux des 45 pays en pénurie d'eau dans le monde, selon les seuils définis par les Nations Unies. Alors pourquoi ? Quelle est la réalité des stocks en eau du Maroc, de ses nappes phréatiques ou même plus loin de ses eaux fossiles ? Pour répondre à ces questions et analyser au mieux nos ressources en eau, besoins et gestion hydrique, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Mortar Bzioui, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Vous êtes expert en gestion des ressources en eau et ancien directeur de la recherche et de la planification de l'eau au ministère de l'Équipement. Bienvenue encore une fois. Et également sur ce plateau, Saad Mansour, encore une fois, bonsoir et encore une fois, bienvenue. Merci. Alors tout d'abord, première question, parce qu'on entend parler de ce concept, de ce terme de stress hydrique. Qu'est-ce que le stress hydrique, Mortar Bzioui? Oui, heureusement que vous commencez par cette définition parce qu'elle est très importante. Elle est colportée à droite et à gauche avec une incompréhension
inqualifiable et ça pousse au pessimisme. Le stress hydrique tel qu'il est défini par les Nations Unies et aussi par les organisations internationales qui s'occupent de l'eau, et la disponibilité en eau de chaque habitant par an. Au Maroc, c'est de l'ordre de 650 mètres cubes par an et par habitant. En France, c'est 3000, en Turquie, c'est 4000. Et ailleurs, notamment dans les pays qui souffrent de disponibilité en eau, par exemple la Jordanie que j'ai visité il y a 10 jours, ils ont pratiquement des réservoirs, pratiquement toutes les maisons, tous les hôtels ont des réservoirs sur leur toit. Ils n'ont que de l'ordre de 250 mètres cubes par habitant et par an. Et si nous devons classer le Maroc par rapport à la définition du stress hydrique, qui est... Quel est le niveau du stress hydrique? Qui est en dessous de 1000 mètres cubes par habitant et par an. Et puis nous allons plus loin, plus bas, vers 500 mètres cubes par habitant et par an, qui est la pénurie en eau. Moi, personnellement, je ne accorde pas beaucoup d'intérêt à ce classement parce qu'il ne sert qu'à situer la disponibilité en eau d'un pays par rapport à d'autres. Le vrai problème, c'est est-ce que la ressource en eau est utilisée de manière rationnelle pour pouvoir servir les besoins. Nous allons revenir à cette gestion, revenir, certainement. Mais est-ce que vous avez parlé de ce seuil, donc le seuil pour atteindre un stress hydrique est de l'ordre de 500, en tout cas de la disponibilité annuelle pour chaque habitant de 500 à 1000. De 500 à 1000 mètres cubes. C'est ça. C'est cela. Par an. Oui, Saad Mansour, il est important aussi de préciser que ces ressources sont diversifiées. On parle ici de ressources superficielles. Oui, il y a la ressource superficielle et les ressources souterraines. Généralement, voilà. C'est ça. Il y a des ressources non conventionnelles. On peut en parler après. Parce que les ressources naturelles sont, bien sûr, toute l'eau, toute la ressource d'eau en eau qu'on peut mobiliser dans les rivières, fleuves, etc. Et l'eau de ruissellement aussi, éventuellement. Et il y a les nappes phréatiques. Donc aujourd'hui, on regroupe tout cela dans le stress hydrique aujourd'hui. C'est-à-dire le stress hydrique, c'est on dit au Maroc quelles sont les ressources en eau. Je parle sous le contrôle de l'expert, mais j'ai un peu farfouillé dans ce sujet. Nous sommes à 22 milliards de mètres cubes environ. Aujourd'hui, c'est notre ressource qu'on peut mobiliser. Et la plus grosse partie, elle est en eau, c'est-à-dire, elle est en eau, je dirais, apparente, de surface. 17 milliards, donc très peu en eau de nappe phréatique et souterraine. Voilà, donc l'essentiel est dans les rivières, les fleuves. Est-ce que c'est pour cela que quand on parle de barrages qui sont remplis à 40%, est-ce que c'est pour cela qu'on peut parler de risque de pénurie d'eau ? C'est parce qu'on repose largement sur les ressources superficielles? Pour l'instant, nous sommes sur, je dirais, ces 22 milliards, nous sommes sur ce qu'on appelle les sources conventionnelles. Les maroufines, mais vu que la ressource est devenue de plus en plus rare et qu'il faut la gérer de manière plus parcimonieuse, il va falloir justement développer d'autres sources non conventionnelles. Je parle par exemple, on n'a pas pensé le dessalement de l'eau. L'eau de mer, le dessalement de l'eau de mer, c'est une technique qui commence aujourd'hui à prendre place dans le paysage. D'ailleurs, le Maroc, il y a quelques semaines, a lancé son projet de grande station de dessalement à Agadir, qui va coûter 4 milliards de dirhams, je pense, et qui va permettre quand même de sécuriser l'approvisionnement de quelque chose comme 2 400 000 habitants. Le dessalement. Il y a aussi, on en parlera tout à l'heure, les sources non conventionnelles. C'est cette eau que nous utilisons, et si Bziwi en parlait à juste titre. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est comment nous utilisons. Et un des éléments majeurs que je trouve dommageable au Maroc, c'est que nous ne recyclons pas notre eau. Oui. Nous ne recyclons pas, il y a beaucoup de pertes, Alors, nous recyclons. Je vais donner juste un seul chiffre que je retiens de l'administration, du département chargé de l'eau. Aujourd'hui,
9% à peine de l'eau que nous utilisons est recyclée. C'est très peu. Il y a aussi les pertes. Les pertes, Avant de parler de recyclage, justement, parlons déjà de l'état de alors, nos... si vous voulez qu'on en parle, ok, oui, très bien, on va en préfère parler. après, parce qu'après nous allons parler en détail de la gestion de l'eau, parce que c'est ça le plus gros du problème. Prenons la moyenne au Maroc, la moyenne de consommation d'une ville. Hein, les villes, en moyenne, au Maroc, consomment 500 millions de mètres cubes par an. Il faut savoir que ces 500 millions qui sont consommés par les citoyens, il faut savoir que derrière, les sociétés et les administrations qui sont chargées de distribuer, ils ont mis plus parce que nos réseaux de distribution d'eau potable, ils ont un rendement de 75% et même moins. C'est-à-dire, de manière plus facile. Oui, ici, vous avez Redal, hein, c'est pour citer Redal ou la LIDEC, ou une régie, quand elle met dans le réseau 100 mètres cubes, il faut savoir que 25 se perdent dans des fuites. 25 se perdent dans des fuites. C'est-à-dire, quand on dit que... 25% de pertes, c'est oui, énorme 25, quand même. Il y a des fuites énormes. Enfin, des fuites énormes. Oui, mais ça reste quand même le quart Exact, absolument. De l'eau qui est distribuée et évaporée. C'est pour ça que dans le département perdue. en charge de l'eau, vous allez trouver chaque année un des indicateurs sur lesquels on travaille, c'est améliorer le rendement des réseaux d'eau potable. Mais ça fait partie du cahier des charges, justement, de ces régies de distribution. Moursal, vous avez eu une réaction par rapport à ce chiffre de 25% d'eau perdue déjà dans les circuits de distribution. Je vais d'abord continuer à expliquer comment se fait la gestion des ressources en eau avant d'arriver à l'économie de l'eau. La gestion des ressources en eau se fait selon des étapes. Nous commençons par une vision à très long terme. Nous savons comment l'eau va être répartie, qu'est-ce que nous allons en faire pour le développement économique. Puis nous atteignons par la suite le stade de la stratégie. Nous avons au Maroc une stratégie qui a été initiée en 2008 et qui consiste justement à identifier là où on peut mobiliser l'eau, là où on peut faire des économies d'eau, là où il faut protéger la ressource en eau, là où il faut agir avec une réglementation. C'est ça la stratégie. Par la suite, nous atteignons le stade de la planification. Alors la planification par bassin, elle se fait par bassin. Justement, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Dans un bassin, par exemple, je prends le bassin du Souss, il y a les eaux de surface et les eaux souterraines. Et dans ce bassin, nous procédons à une planification pour dire, dans une échéance de 30 années, qu'est-ce que nous allons faire dans ce bassin? Nous allons construire des barrages, nous allons pomper dans la nappe, nous allons protéger les ressources en eau, nous allons traiter les eaux usées et nous allons mobiliser de l'eau non conventionnelle lorsque l'eau conventionnelle arrive à saturation. Là, c'est là où Agadir, c'est une première mondiale d'ailleurs, à Agadir, nous avons une station de dessalement de l'eau qui va servir non seulement les besoins en eau potable, mais aussi l'irrigation. C'est ça la primeur à l'échelle mondiale. 125 000 mètres cubes. Donc c'est ça le processus de la stratégie, planification et programme. Maintenant, nous allons peut-être discuter par la suite les économies d'eau, l'utilisation rationnelle. Est-ce que, oui, ce serait bien qu'on en parle, puisqu'il nous reste plus ou moins la moitié du temps de l'émission. Quand on parle, vous avez évoqué un point très très important, c'est celui de la consommation en eau. Et il faudrait le rappeler, plus de 80% de cette eau est utilisée pour irriguer les surfaces agricoles. 12% seulement sont destinés
au réseau domestique, donc dans les villes et autres localités du royaume. Est-ce que aujourd'hui, quand on parle de risque de pénurie d'eau, il n'est pas un peu exagéré de prendre autant d'eau pour irriguer des surfaces pour l'agriculture? Ne pensez-vous pas que... Je réagis au terme pénurie. La pénurie d'eau... J'ai dit arrive... risque de pénurie. Hein. On n'en est pas encore là, Sylvie. Bon, d'accord. Le besoin en eau, disons, se fait lorsqu'il y a une mauvaise gestion de stratégie de planification. Or, tous ces aspects-là sont, à mon avis, j'ai été un ancien dirigeant du secteur de l'eau et je peux confirmer que la gestion des ressources en eau est en très bonne main. D'ailleurs, ce n'est pas non seulement mon avis, mais c'est l'avis à l'échelle internationale. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup écouté, et le Maroc est bien placé pour sa bonne gestion des ressources en eau. Maintenant, effectivement, très souvent, on a dit pourquoi l'agriculture consomme 80% l'eau potable et l'industrie le reste. Pour la simple raison nous avons 50% de notre population qui vit de l'agriculture. Donc elle a besoin de l'eau pour produire les denrées alimentaires. C'est tout à fait normal. Très bien. De toutes les façons, les consommations en eau potable n'ont rien à voir avec la consommation des besoins en irrigation. Absolument. L'homme a besoin de très peu d'eau, alors que les plantes ont besoin de beaucoup d'eau. Donc c'est une répartition tout à fait naturelle. Normale. De toutes les façons, vous parlez de l'eau et de l'agriculture, c'est d'ailleurs à juste titre. C'est pas pour rien que beaucoup d'actions, un gros volet dans le plan Maroc Vert qui a été lancé en 2008, un gros chapitre, je dirais, est consacré à l'irrigation, non pas à l'irrigation en termes de culture, mais à la gestion de l'eau. Et parmi les plus grandes avancées qu'on a au Maroc depuis quelques années, vous êtes capable de le voir quand vous circulez en race campagne. Il y a quelques années, les agriculteurs et les exploitants n'utilisaient pas les fameux bassins de rétention qu'on voyait beaucoup au sud de l'Espagne, etc., quand on va à l'étranger, mais qu'on ne voyait pas. Maintenant, aller faire un tour du côté de Jdida et de Stade, même du côté de l'oriental aussi. Dans les zones agricoles, les bassins de rétention des eaux pluviales deviennent un investissement presque, je dirais, naturel pour un exploitant, parce que dans le plan Maroc Vert, justement, des budgets ont été consacrés à subventionner, à aider les exploitants. Maintenant, c'est qu'est-ce que nous faisons, comment nous gérons notre ressource. Je vous le disais tout à l'heure, si nous ne faisons pas sérieusement un plan pour le recyclage de nos eaux usées, on n'ira pas loin. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un gisement énorme. Nous sommes à peine à 9% d'utilisation d'eau recyclée et nous avons 9%. encore un gros potentiel. Les eaux usées qui sont aujourd'hui, je dirais 60% de l'eau qui est consommée au Maroc, plus de 60%, entre 60 et 65%, sont déversés, j'allais dire bêtement, si ce n'est pour polluer d'autres ressources d'eau même. Est-ce que cette consommation, cette même eau, si on pouvait la recycler, on ne serait plus à 700 mètres cubes ou à 800. Bachir Bzioui veut réagir. Je temporise parce qu'on a l'impression que la réutilisation des eaux traitées peut répondre aux besoins. Les besoins sont infiniment beaucoup plus importants que les quantités qu'on peut gagner en recyclant les eaux usées. Maintenant, vous avez commencé par évoquer l'économie de l'eau. L'économie de l'eau, je l'ai dit tout à l'heure, elle fait partie de la stratégie. Il y a la mobilisation, il y a l'utilisation, il y a aussi l'économie de l'eau. La planification des ressources en eau a montré qu'il y a pratiquement 2 milliards de mètres cubes d'eau que l'on peut économiser, aussi bien dans l'irrigation que dans les villes. Et les pouvoirs publics
font tout ce qui est nécessaire de faire pour pouvoir récupérer ces 2 milliards de mètres cubes à terme, d'ici 20 ans, peut-être un peu plus tôt, avec, bien entendu, avec l'encouragement à l'utilisation de ces fameux bassins dont vous avez parlé, à l'utilisation du goutte à goutte pour l'irrigation, Exact. la recherche des fuites dans les grandes villes, Exact. et ainsi de suite. J'ai toujours illustré l'économie de l'eau et l'affaire de tous. Lorsque vous ouvrez votre robinet, vous ne pouvez pas imaginer la chaîne d'investissement, d'exploitation qu'il y a derrière. Vous allez jusqu'au barrage. C'est vous qui décidez si un barrage doit être construit ou pas. Donc, la demande en eau, c'est l'affaire, la gestion de la demande en eau, c'est l'affaire de tous. Bien entendu, les pouvoirs publics mettent les moyens pour pouvoir y arriver, mais sans l'action des autres partenaires, notamment tout un chacun, le consommateur, le consommateur, les utilisateurs pour l'irrigation, le privé, tout le monde doit se mettre à l'action pour pouvoir y arriver. Et quand on parle de... Parce qu'il pleut et des fois il y a des inondations, est-ce qu'aujourd'hui ces inondations-là aussi ne font pas partie des stratégies? Vous avez évoqué beaucoup de stratégies qui sont menées par les pouvoirs publics, mais les inondations ne font pas partie de la stratégie de sécurité en eau. C'est votre faute, parce que vous avez parlé de stress hydrique. Oui. Stress hydrique, c'est-à-dire manque. Mais on peut très bien parler aussi effectivement des autres méfaits qui sont, bien entendu, les inondations. Trop d'eau, ce n'est pas bien, mais peu d'eau aussi, ce n'est pas bien. Mais tout ça, c'est pris en considération dans la gestion des ressources en eau. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas des inondations, qu'est-ce qui se fait justement pour... Dans le cas des inondations, on parvient à lutter contre les méfaits des inondations essentiellement par la construction des barrages. Lorsqu'il y a beaucoup d'eau, on la retient dans le barrage pour qu'elle n'aille pas justement créer des inondations. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'homme qui est derrière les méfaits de ces inondations. Lorsque vous allez, par exemple, à Mohammedia en 2002, un quartier... Dans le lit de l'Oued. Ils ont construit dans le lit de l'Oued. Donc l'action de l'homme contribue aussi à ces inondations. Donc c'est un combat tout azimut que les autorités font pour pouvoir répondre à ces aspects qui sont les inondations et qui sont le manque de ressources en eau. Ça s'appelle les phénomènes extrêmes qui sont malheureusement exaspérés par les changements climatiques. C'était justement le dernier point qu'on allait, pour clôturer justement cette discussion. Il y a les effets du changement climatique, beaucoup. D'ailleurs, la COP22 tournait autour de cette thématique de l'eau. Ils ont choisi l'eau pour cette conférence des Nations Unies pour le climat. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis tout ce qui a été dit, toutes les conventions qui ont été signées, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Non, je rectifie. L'eau n'a pas été le sujet principal de la COP. Et grâce au Maroc, au Conseil mondial de l'eau aussi, deux partenaires clés dans cette action ont réussi à inscrire l'eau dans l'agenda des COP. Et maintenant, c'est une chose qui est acquise. Alors, je reviens à l'importance de l'inscription de cette action de l'eau dans les COP. Le GIEC, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un groupement de scientifiques qui est créé par les Nations Unies pour réfléchir au problème des changements climatiques. Et les conclusions de ce groupement de scientifiques concluent qu'il y a des parties qui vont subir soit des sécheresses, soit des inondations à terme. Et tout ça, c'est bien entendu créé par l'homme, parce que c'est l'homme qui crée cette augmentation des températures, qui crée cette... Mais c'est pas dans la même région, c'est-à-dire il y a certaines régions qui ne font que subir ce que... Voilà. J'allais y venir. Oui. Donc ils ont réparti un peu ces impacts de ces changements climatiques, et malheureusement aussi le Maroc avec la Méditerranée sont
font partie de la zone les plus touchées par ces phénomènes exceptionnels qui sont les sécheresses et les inondations. La réponse à ces changements climatiques, c'est dans notre stratégie, notre planification et toute la chaîne dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut vraiment prendre en considération les changements climatiques. Au Maroc, il est prévu par ce groupement de spécialistes que le Maroc subirait, c'est un point d'interrogation, d'aucuns disent que maintenant c'est une réalité, c'est une certitude, subirait une réduction de ses ressources en eau de l'ordre de 20%. Donc si c'est vrai, d'ici à quel horizon? Une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Alors si c'est vrai, il faut absolument, par exemple, lorsque nous construisons un barrage qui doit faire 100 millions de mètres cubes de retenue, il faut augmenter pour pouvoir répartir justement ce manque d'eau sur plusieurs années, pour pouvoir prendre en considération les changements climatiques. Et bien entendu, aussi bien pour le manque en ressources en eau que pour l'excès en ressources en eau. Exact. Et là aussi, le barrage est une très bonne solution parce qu'il permet de stocker les crues. C'est un aspect justement qui est important. L'eau, enfin, on parle de stress hydrique, on parle pas de pénurie, mais en tout cas de rareté, de plus en plus. Il ne faut pas que ça cache un autre élément très important. Aujourd'hui, au Maroc, il y a des régions qui ont un excédent d'eau et il y a des régions qui ont moins d'eau. Aujourd'hui, l'eau et les ressources en eau sont mal réparties. Est-ce que vous savez que 7% de la superficie du Maroc représente 50% des ressources en eau? Ça vous donne une idée. L'eau est très mal répartie sur le plan spatial. Il va falloir là aussi qu'il y ait une réflexion pour que l'eau l'excédent d'eau qu'on a dans certaines régions, qu'on puisse l'utiliser dans les régions qui n'en ont pas. Et ça, c'est un autre grand débat. Sur les transferts, c'est un autre grand débat. C'est pas nécessaire Brièvement, d'avoir un débat. une réponse brève, puisqu'il nous reste plus Un de débat temps. parce que la réponse est déjà dans tout ce que j'ai dit tout à l'heure, dans la stratégie, la planification, tout. On appelle ça la solidarité interrégionale. Et c'est quelque chose qui est acquis et qui va se réaliser. Il y a un transfert du nord vers le sud et d'autres transferts aussi, de manière à pouvoir justement répondre à cette problématique. Ce sont de gros investissements. En tout cas, oui, mais qui sont nécessaires. Au terme de cette émission, on pourra dire que Murtal Bzaoui voit carrément le verre à moitié plein. Merci beaucoup pour l'ensemble de vos éclairages, professeur Bzaoui. Merci Saad Ben Mansour de répondre positivement à l'invitation d'Éco-Débat. C'est un plaisir. Et merci à nos chers téléspectateurs pour leur fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Éco-Débat. D'ici là, très bonne semaine à tous.